Bienvenue à Abdelmbi, à Boularab. Je rappelle que vous êtes membre du PJD, le Parti Justice et Développement. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Eh ben, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est Rachid. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, je vais commencer tout de suite par une question. Comment se porte le Parti Justice et Développement ? Le Parti Justice et Développement se porte bien, alhamdoulilah. Enfin, on ne peut pas nier qu'on a connu une forte crise récemment, mais les choses s'améliorent et je pense que ça a été pour nous une grande chance pour aller plus loin dans la manière de s'organiser en interne et d'organiser nos conflits, nos différences. Et c'est pour cela que je dis qu'on est bien. C'est-à-dire que tout est rentré dans l'ordre aujourd'hui, il n'y a plus de problème, entre guillemets, Abdellah Ben Kailan, il n'y a plus il n'y a jamais une eu guerre de clans interne aussi. Il n'y a jamais eu de problème avec Abdellah Ben Kailan. Abdellah Ben Kailan était le secrétaire général, il ne l'est plus, d'accord, pour des raisons de démocratie interne. Donc on a Saadine qui est secrétaire général, et c'est tout. Et là aujourd'hui, il parle comme n'importe quel membre normal du PJD. Alors, il pèse, il est là, il exerce une pression importante. Une pression ? Une pression. Sur quoi ? Sur les militants, pas sur le PJD, sur la scène politique de manière générale, mais parce que c'est un homme hors du commun, c'est un homme qui a... C'est un homme que vous admirez ? Bien sûr. Comme beaucoup de Marocains. Vous avez applaudi, vous avez salué le fait qu'il annonce son retour sur la scène politique ? Il l'a pas annoncé, il l'a jamais quitté d'ailleurs, la scène politique. Il a dit, de toute façon, là, je suis prêt, je m'engage à revenir, je vais revenir sur la scène politique. Il a pris cet engagement. Moi, j'ai pas entendu ça, il l'a jamais dit de cette manière, mais il est présent. C'est un homme qui a toujours fait de la politique, donc on peut pas imaginer qu'il la quitte. Donc il fait de la politique, de toutes les positions dans lesquelles il se trouve, ou là il se retrouve. Il a une grande intelligence, une capacité à comprendre les situations. Et parfois on dit qu'il mettrait dans l'embarras ou qu'il met dans l'embarras le parti, c'est pour ça que le secrétaire général Saladin Othmani. Il y en a qui n'apprécient pas trop ses sorties médiatiques ou quand il s'exprime. Oui, mais on a compris. Je pense que nos partenaires également ont compris que c'est Abdellah. C'est Abdellah. C'est un électron libre en fait. C'est un électron libre. C'est un homme libre. C'est un homme. C'est un leader qui a un grand charisme, qui a une influence sur les militants, sur la manière de penser la politique à un instant donné. Mais on a compris que c'était un membre normal, d'ailleurs, Abdellah n'a aujourd'hui aucune responsabilité politique au sein du parti. Celui qui parle au nom du parti, celui qui le gère, c'est Saadine Othmani, qui est aujourd'hui chef du gouvernement, et nous sommes derrière Saadine. Et vous êtes derrière vous, Saladin Othmani, vous le soutenez, vous défendez le... C'est notre secrétaire général. Il est à la hauteur des... Il est à la hauteur, il est parfait. C'est un grand alim. D'accord. C'est un grand alim, c'est un grand stratège, c'est un grand fin. Au niveau du parti ou au niveau du pays ? On peut être frustré parce qu'il... Au niveau du parti ou au niveau du pays, Saladin Othmani ? Les deux. Quand vous dites que c'est un grand saint, que c'est un... Les deux. Non, je pose la question. Les deux, sincèrement, les deux. Et surtout, la force... Vous savez, Saadine, Abdellah, c'est deux paradigmes différents. D'accord ? C'est deux paradigmes. C'est deux connexions complètement différentes. Je préfère paradigme, c'est-à-dire la manière de fonctionner, d'analyser et d'agir n'est absolument pas la même. Mais nous avons les mêmes performances en termes de résultats. Il a peut-être plus de résultats sur le court terme. Ils sont visibles, ils sont là. Alors que si Saadine, c'est un stratège, c'est un fin, c'est un athlète, je dirais, de longue distance. Saladin Othmani est beaucoup plus sur le temps long. Alors qu'Abdellah Ben Kailan était sur le temps court, style. Ce que vous êtes en termes d'action, mais on y reviendra parce que effectivement, il y a aussi, d'ailleurs, Abdellah Ben Kailan avait fait référence aussi lors de son point presse. Il avait convié la presse à dire, voilà mon bilan est positif. Et certains y ont vu d'ailleurs des critiques indirectes à l'égard de Saladin Othmani
et le bilan de son gouvernement. Voilà, donc c'était juste pour... Absolument pas. Je pense que ces déclarations ont été faites suite à la publication par Jeune Afrique d'un article qui attaquait le PJD de manière frontale en disant cette année pour rien. L'islam politique en fait. Cette année pour rien. C'était l'islam politique aussi qui était visé, incarné et véhiculé par le Parti Justice et Développement. Oui, quoique je récuse cette notion d'islam politique parce que ça veut tout dire et rien dire à la fois. On peut la discuter si vous voulez, mais c'était surtout une réaction sur la question du bilan. Ça veut dire qu'on a voulu frapper très fort toute l'expérience du PJD, pêle-mêle, et l'expérience de ces Saadine avant de passer et de ces Abdellah. On va passer sur l'action politique menée entre autres par le Parti Justice et Développement, parce que vous faites partie d'une coalition gouvernementale. Donc vous n'êtes pas les seuls à gouverner. C'est le Parti Justice et Développement, en tout cas, qui est le moteur, j'ai envie de dire, de cette majorité gouvernementale. Mais juste avant ça, quand vous disiez que tout est rentré dans l'ordre au niveau du parti, parce que le parti a été traversé aussi par beaucoup d'affaires. Je pense à la parlementaire du Parti Justice et Développement, où on a vu une forme de scission aussi. Peut-être que le discours d'Abdellah Ben Keren n'était pas celui de Saladin Othmani. Ces choses-là, des critiques aussi en disant ce Parti Justice et Développement qui donne des leçons de morale, qui n'arrête pas de donner des leçons de morale. En fait, voilà, il est pris la main dans le sac. Est-ce que vous la main dans le sac, c'est-à-dire c'est-à-dire, voilà, c'est cette affaire de la parlementaire du Parti Justice et Développement qui, voilà, ces choses-là qui portent le voile au Maroc, qui le retire à Paris, qui écrivait beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Facebook, en disant voilà un peu la tenue vestimentaire, voilà un petit peu les codes sociaux qu'il faut adopter aussi dans notre société. Je n'ai pas le souvenir qu'elle avait parlé de ça, mais en tout cas, cette affaire est une affaire, je dirais, qui relèverait davantage de la sphère personnelle. Elle devient une affaire de parti parce que Madame Al-Ainain est une députée du PJD. Et du coup, il a fallu clarifier les choses du point de vue du comportement qui pourrait apparaître contradictoire de Madame Al-Ainain. Alors, on ne sait pas si elle a fait ça ou pas. À Paris, on ne sait pas. Mais si elle l'a fait, comme l'a dit Siramid, ce serait une contradiction qui ne traduirait pas c'est-à-dire que la transparence et l'authenticité dans son idéologie, le PJD définit aussi un code vestimentaire pour ses partisans, ses militants et ses élus. Absolument non. Pas. Absolument pas. Absolument pas. Nous, cette affaire, je n'ai pas cherché. Madame Al-Ainain a fait ça. C'est pas mon affaire. Et je pense que ça ne revient à personne d'aller chercher ce genre de choses. D'ailleurs, mélanger et essayer de frapper politiquement l'adversaire en se référant à des éléments de sa vie personnelle, c'est pas très bien. C'est pas très honnête. C'est pas une manière de faire de la vraie politique. Je ne sais pas si elle a fait ça ou pas. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la cohésion qui doit gouverner, qui doit piloter, qui doit cadenasser notre comportement. Et c'est ça qu'a exprimé Moustapha Hamid sur cette affaire. Mais je dis qu'en fait, il faut qu'il y ait adéquation entre ce qu'on est, notre idéologie, et la manière dont on se comporte. Grosso modo, c'est un petit peu ça qui est ressorti du propos de Moustapha Hamid, je le rappelle, qui ne s'est pas exprimé une question de cohésion. Moustapha Hamid qui ne s'est pas exprimé ce jour-là en tant que ministre, mais qui s'est exprimé en tant que citoyen et sur sa page Facebook. Voilà. La méthodologie aussi de la communication de Moustapha Hamid sur le sujet. Exactement. C'est une question de cohérence avec ce qu'on a pu représenter depuis longtemps. Et la morale véhiculée par le parti, c'est ça un petit peu? Pas le parti, comme personne. D'accord. Comme personne. Donc l'individu existe. Voilà. Si vous êtes un leader politique et que vous avez incarné une certaine image, que vous avez défendue, que vous avez représentée, eh ben je pense que c'est du droit des citoyens qu'on leur soit fidèle vis-à-vis de cette image parce que ils nous accordent leur confiance. Donc, d'abord sur la base de ça. Débat uniquement. Je dis ce que je fais ce que je dis. Exactement. Donc il y a adéquation et cohérence. Exactement. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas forcément cohérence. C'est de la part de cette parlementaire. C'est le corps débat. Je ne sais pas. Il faut voir. Je ne sais pas. Sincèrement. Vous savez, non? Sincèrement, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir. C'était un faux débat.
C'est un faux débat. C'est pas une affaire importante. Et d'ailleurs, c'est marginal, le PJD. C'est marginal. On a tout fait pour faire tomber le PJD pour des affaires morales. Souvenez-vous ce qu'on avait fait avec le couple qui était marié, hein. Mais on est allé, on les a profilés, on les a traqués, on les a poursuivis pour les, je dirais, capter en situation. Je crois que d'ailleurs il y a une autre affaire d'adultère là où il y aurait une membre du PJD. Non, il n'y a pas. Non, je ne suis pas au courant. Aussi. Je ne suis pas au courant. Mais on a tout essayé contre le PJD. C'est tout ce qu'on a trouvé, d'aller de temps à autre tomber sur un petit pigeon. Pour un petit pigeon carrément. Oui, voilà. On cherche vraiment les. Voilà c'est-à-dire que voilà, très souvent c'est se dire voilà, il y a ce discours moralisateur qui est véhiculé. Voilà, et puis c'est tout ce qu'on a trouvé. Et puis est-ce que ces discours moralisateurs, ces porteurs du discours moralisateur, eux dans leur vie quotidienne, est-ce qu'effectivement ils sont exemplaires ou pas? Est-ce qu'ils sont en adéquation avec ce qu'ils uniquement sur ça qu'aujourd'hui on essaye d'attaquer le PJD sur des affaires morales et on a trouvé très peu de cas. Très peu de cas. Le ministre Mohamed Yatim s'était fiancé avec cette femme avec laquelle il s'est retrouvé à Paris. Ben Hamad et la dame avec laquelle ils s'étaient mariés, hein, au sens traditionnel du terme. L'affaire Laïnen, pour moi, c'est une affaire. On essaie d'en faire une affaire. Mais le parti en fait une affaire, parce qu'il y a toute une procédure interne aussi qui a été engagée. Donc, oui, mais suite au, je dirais, Mais en fait, on va passer aussi à. Parce que vous dites qu'on s'attaque au PJD, on s'en prend au PJD sur des affaires personnelles de la part de certains. Il y a une réforme aujourd'hui, on parle du système éducatif, l'introduction de langues étrangères. Ça, c'est l'actualité. Du moment, des voix s'élèvent, VOX, pour dire le PJD est contre l'introduction des langues étrangères dans le système éducatif et essentiellement, dans un premier temps, a priori, dans les langues, dans les matières scientifiques et techniques, donc avec l'introduction de langues étrangères comme langue d'enseignement. Est-ce que effectivement le parti Justice et Développement est contre? Jamais le PJD n'a été contre l'apprentissage des langues étrangères. Au contraire, nous sommes favorables à un enrichissement du répertoire des langues de nos enfants et des Marocains de manière générale. Donc, et même pas uniquement que le PJD. Aucun parti politique, aucun Marocain d'ailleurs, hein, de toute l'histoire de l'enseignement moderne au Maroc, n'a jamais été contre les langues étrangères. Ce n'est pas ça le débat. Ce n'est absolument pas ça le point sur de discorde sur lequel il y a eu cet emballement aussi médiatique. Enfin, il y a eu et puis il y a toujours, hein, parce que c'est toujours pareil, a priori. Oui, toujours. Mais ce que je souhaite souligner, c'est que autour de cette loi cadre, hein, qui va lancer les 10 dernières les années à venir autour de l'enseignement et de l'éducation, il y a un esprit de consensus qui est en train de se construire. Un premier consensus a été trouvé autour de la gratuité de l'enseignement, parce que la stratégie de réforme a suggéré la mise en place. C'est une proposition à un moment aussi pour faire en sorte que les familles dites aisées, qui ont leurs enfants inscrits à l'université, c'était pour l'université, puissent aussi apporter une contribution financière. L'enseignement secondaire également, hein, de manière graduelle. Mais ça a été supprimé. Mais juste qu'on reste sur les langues. J'en viens parce que ça me paraît important, parce que j'ai l'impression que c'est le débat d'aujourd'hui. J'en viens aux langues. Le ministre de l'Éducation nationale dit aussi, il voulait faire voter cette loi cadre avant la fermeture. Monsieur Rachid. Et les vacances saisonnières du Parlement, il n'a pas pu le faire, c'est toujours en stand-by. Est-ce que j'ai posé la même question à Fouad Bouiri, qui était ici même lundi, membre du bureau politique de l'Istiqlal. Effectivement, l'Istiqlal s'oppose. Pas par idéologie selon eux, mais par pragmatisme, à l'introduction de langues étrangères comme langue enseignée des matières scientifiques et techniques. Est-ce que le PJD également s'oppose? C'est tout. Avec un argument. Je vous réponds. Donc, voilà, est-ce qu'il y a une position idéologique, pragmatique, quelle que soit la nature, du PJD sur cette question-là? Alors, je vous réponds. Donc, il y a eu un consensus autour de la gratuité. C'est aujourd'hui acquis. Pourquoi vous parlez de la gratuité? Je vous parle de la méthode de travail autour de cette loi cadre. Parce que c'est une loi qui va déterminer notre manière d'enseigner et d'apprendre à nos enfants durant les années à venir. D'être efficace. Et d'être efficace. Et d'avoir des citoyens éclairés. Ce n'est pas une loi partisane. Il ne faut pas politiser le débat autour de cette question. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu politisée. Non. C'est un enjeu national.
Aboularab, je vous repose la question, est-ce que le PJD, le Parti Justice et Développement, je viens à la réponse, dont vous êtes membre, est-ce que vous êtes opposé ou pas à l'introduction de langue étrangère dans le système éducatif? Opposé à quoi? Parce que ça signifie qu'il y a une position en face. Il y a le RNI qui dit moi je suis pour l'adoption des langues étrangères dans l'enseignement éducatif. Même dans le texte de la loi, ça n'a pas été clair. Parce que ce qu'on a dit dans la loi, moi j'ai travaillé sur cette loi et j'ai animé des conférences autour de cette question. Oui. Ce qui était proposé dans l'article 42, c'est d'introduire en fait ce qu'on appelle Tanaoub Louraoui. Tanaoub Louraoui, l'alternance en termes de langue, d'alterner les langues d'apprentissage. Ce modèle est apparu au Canada, ensuite il a évolué un peu partout dans le monde, et aujourd'hui il existe en Europe, c'est un programme européen très important. Mais qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au-delà de l'enseignement des langues comme matière, ça veut dire que les enfants au lycée ou au secondaire vont avoir des cours de langue, oui. 2 heures par semaine par exemple de langue française, 2 heures de l'anglais, de l'espagnol par exemple. Mais également des matières enseignées en ces langues-là. Pas des matières, quelques éléments par exemple de n'importe quelle autre matière. Ça peut être le sport, ça peut être les mathématiques, ça peut être l'art, ça peut être le dessin. En tout cas, on va introduire les langues étrangères. Donc c'est formidable. Dans d'autres. On n'est pas contre ça. Vous êtes contre quoi, vous, en fait? On est contre le fait que l'on dise les mathématiques, les matières scientifiques, c'est le français. Donc, clairement. Est-ce que vous avez compris? Donc, vous voudriez aussi que le sport, ou la culture, ou l'art soit introduit dans les matières enseignées en langue étrangère. On n'est pas contre ça. Hein. On n'est pas contre. D'accord. Donc, vous voulez, il y a un élargissement des matières. Du moins, j'exprime mon point de vue personnel. Oui, mais donc vous n'êtes pas sûr, donc en fait, vous souhaitez avoir un élargissement. Parce que moi, quand j'écoute, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que la commission parlementaire qui travaille sur le sujet, qui s'est réunie et qui a du mal à trouver un terrain d'entente et un vrai consensus, le fait à huis clos au Parlement. Oui. Voilà. Donc ça aussi. Et ça évolue de jour en jour. C'est pour ça que je peux pas vous dire quelle est la position aujourd'hui. On exclut aussi les Marocaines et les Marocains du débat. Donc on s'est passé, c'est entre eux, c'est dans une salle fermée. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai essayé d'expliquer. Oui, j'ai compris. Moi simplement, donc en fait, vous n'êtes pas contre. On n'est pas contre quoi? On n'est pas contre quoi? Contre l'introduction de langue étrangère pour l'enseignement de matières, mais que ça s'arrête pas aux mathématiques ou à la physique. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous avez dit? Je m'explique. Oui. Tanaoub Louraoui, l'alternance en termes de matière d'enseignement, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous allez avoir vos matières de langue classiques. Oui. Les enfants vont avoir chaque semaine des cours de langue. Hein. On va faire que du français ou que de l'anglais. Oui. Mais pour les autres matières, les mathématiques, la physique, la chimie, la philosophie, l'histoire, le sport, l'art, ces matières vont être enseignées en arabe, d'accord? Mais qu'en parallèle, on va enrichir la manière d'apprentissage. Ça veut dire que, par exemple, je vous donne un exemple très concret. Très honnêtement, objectivement, c'est pas très clair. Mais je vous explique. Ouais, juste clarifier parce que j'ai l'impression que c'est pas très clair. J'ai peur que votre message, en fait, et que votre position ne soit pas très claire, visible et audible pour celles et ceux qui vont vous écouter. C'est comme ça que ça fonctionne en Europe et au Canada et partout. Ça veut dire que tous les cours vont être en arabe. Ouais. D'accord? Parce que c'est le cas aujourd'hui, hein. Oui. On a l'impression que c'est pas le cas. Non, c'est le cas. Aujourd'hui, mais malheureusement, jusqu'au baccalauréat, c'est le cas. Oui. On enseigne en langue arabe. Oui. Alors, on va enrichir notre manière d'enseigner en introduisant les langues étrangères dans des thématiques, dans des sujets qui sont propices à un apprentissage moyennant les langues étrangères. Exemple, vous apprenez, vous avez un cours sur le commerce international. Dans par exemple, la section économie, bac économie. Vous faites du commerce international. C'est intéressant de l'enseigner en anglais, par exemple. Parce que l'objet lui-même du commerce international. Mais c'est ça qui est prévu. Non, c'est pas ça qui est prévu. Non, c'est pas ça qui est prévu. Non, ce qui est prévu, c'est que toutes les matières scientifiques soient enseignées en langue étrangère. Et ça vous dérange? Ah, bien sûr que ça nous dérange. Pourquoi ça vous dérange? Parce que c'est anticonstitutionnel d'abord. Pourquoi c'est anticonstitutionnel? Parce que l'arabe, c'est la langue officielle et doit être la langue d'enseignement. Donc on y arrive, c'est on y arrive, hein. Vous êtes un diesel, vous, non?
Hein, il a fallu un temps de chauffe. Je suis pédagogue. En fait. Voilà. Donc vous êtes opposé à l'enseignement en langue étrangère, ce qui n'est pas forcément le français d'ailleurs, ça peut être l'anglais ou l'espagnol, parce qu'a priori c'est très ouvert, de toutes les matières scientifiques. Ah oui, toutes les matières techniques. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc vous voulez... Quelle est la raison principale et Il faut qu'on les enseigne en arabe. Oui. Et s'il faut enrichir les apprentissages, d'ailleurs pourquoi... Donc des cours de soutien en fait, vous les proposez? Pas forcément. Non, les professeurs eux-mêmes feraient des parties, des parties de leurs cours en mathématiques, en physique, en chimie, en économie, en langue étrangère. Ça serait optionnel en fait, ce que tu es en train de dire. Que ce soit optionnel. On peut prévoir. Pourquoi vous facilitez pas la vie? Parce que je rappelle, vous êtes professeur universitaire. Hein. Oui. J'ai aussi un professeur universitaire en face de moi, dans une grande université casablancaise. Pourquoi vous facilitez pas la vie des étudiants avec des nouvelles options? Pourquoi que tout, ce qui serait à mon avis. Parce que ce qui est normal, c'est d'apprendre dans la langue de son pays. C'est comme ça qu'on fait partout dans le monde. Au lycée aujourd'hui, on apprend. C'est votre position. Dans les lycées. Oui. Oui. Partout dans le monde aujourd'hui, tous les pays enseignent dans la langue maternelle, dans la langue officielle du pays. Sauf les pays en voie de développement. Certains pays en voie de développement qui sont dans une déperdition encore identitaire. Mais tous les pays développés, tous les pays qui se respectent aujourd'hui, ce sont les langues officielles, nationales, historiques de ces pays qui sont le vecteur de l'apprentissage. Quel est l'enjeu aujourd'hui du XXIe siècle? Je peux vous donner des centaines d'exemples. Donc vous ramenez effectivement la question du débat et de l'introduction de langue étrangère dans les matières techniques et scientifiques à un enjeu identitaire. Un enjeu identitaire. Parce que il y a péril à la demeure. S'il y a introduction de langue étrangère en langue comme langue d'enseignement, pas uniquement. Ça met pas uniquement l'identité. Pas uniquement l'identité. Parce qu'il a été établi que lorsqu'on apprend dans sa langue maternelle, que l'on maîtrise, on est plus à l'aise. Une fois qu'on a maîtrisé les sciences dans la langue que nous maîtrisons dès la naissance, c'est la langue innée pour nous quelque part, on apprend mieux et plus vite. Et cet apprentissage devient un vecteur pour comprendre ce qu'on a appris et le traduire dans d'autres langues. Est-ce que vous savez qu'en France, par exemple, à l'université, on apprend l'anglais par le français. On apprend la langue française, l'anglais ou l'espagnol dès l'école primaire et dès le collège. Ça n'a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on a une base. Ça n'a pas de problème. On réactive un peu plus tard. Oui, mais au-delà de ça, ceux qui disent que l'arabisation a été une catastrophe en matière de système éducatif, c'est bon, voilà. C'est ce qui se dit, vous l'avez entendu comme moi. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qui se dit, c'est un peu le dominant. Aucune étude n'a établi cela d'abord. Voilà, en tout cas, toutes les études établissent aujourd'hui que notre système éducatif est en perdition et qu'il faut le réformer. Mais est-ce que... En même temps, vous voyez ce que je veux dire, donc... Est-ce que c'est ça la cause? Ou est-ce que la cause se trouverait dans l'écosystème de l'éducation? Parce que si on dit que les enseignants ne sont pas au niveau, qu'il faudrait aussi reformer les enseignants, c'est un peu le discours des circles qui s'oppose aussi à l'introduction des langues étrangères. L'écosystème est malade, monsieur Rachid. Tout l'écosystème de l'éducation nationale. Et tout le monde est d'accord. C'est pas qu'un problème de langue. Donc tout le monde est d'accord aussi pour agir. Parce que les constats diagnostiques, c'est bien, mais après, il faut agir. J'espère que tout... Mais tout le monde nous recommande aussi... Si on a un qui n'est pas d'accord, ça veut dire qu'on est encore en danger. Est-ce que pour vous, la maîtrise des langues étrangères, pour les Marocaines et les Marocains, comme pour les Françaises et les Français, comme pour les Américains et les Américaines, comme pour les Canadiens et les Canadiens, est devenu aujourd'hui, ou est en train en tout cas de devenir, un instrument qui favorise l'employabilité, l'intégration citoyenne à travers le monde, et que c'est un véritable outil aujourd'hui, qui est quasiment sur le même pied d'égalité que la culture Absolument. Je numérique. peux vous parler de l'employabilité de ces facteurs. Parce que si vous me dites, moi, on veut fermer la porte à l'enseignement de certaines matières scientifiques et techniques aux langues étrangères, est-ce que c'est pas fermer la porte aussi, fermer l'esprit de citoyens, voilà, qui aujourd'hui vivent dans un monde globalisé et mondialisé. Bon, c'est une question. Ces matières sont enseignées en français à l'université, mais les résultats sont catastrophiques. Elles sont enseignées en langue étrangère à l'université. Pourtant, comme je l'ai dit, les résultats sont catastrophiques. En fait, il y a un problème de gouvernance de l'éducation nationale. Il y a un problème de modèle d'efficacité qui dépasse le simple, je dirais, élément de la langue.
Est-ce que nos enseignants sont aujourd'hui motivés pour enseigner ? Est-ce qu'ils sont... Vous qui êtes professeur universitaire, est-ce que vous êtes motivé pour enseigner ? Moi, je suis motivé, alhamdoulilah. Mais vous êtes dans le privé, vous n'êtes pas dans le public ? Je suis dans le privé. Pourquoi vous n'êtes pas dans le public ? C'est un choix personnel que j'ai fait. C'est un choix personnel. Si c'est personnel, oui. Oui, vous êtes engagé dans un parti politique, donc je me dis, est-ce que je me dois aussi de vous poser la question. C'est un choix professionnel que j'ai fait, personnel. Je garde toujours le droit d'aller à l'université, mais je n'ai pas encore décidé d'y aller. Mais pour l'instant, ça me va très bien. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence de se dire, je suis engagé dans un parti politique, je suis engagé dans un débat sur la réforme du système éducatif, mais j'enseigne dans le privé. Est-ce qu'il y a cohérence ou pas ? Non, absolument. C'est votre choix personnel que je respecte. Attention. Oui. J'ai dit simplement, est-ce qu'il y a une cohérence dans le fait d'être citoyen marocain, engagé dans une formation politique, dans l'enseignement, et dans le débat, puisque dans le débat aujourd'hui, et je sais que vous êtes souvent dans le débat, mais en même temps, vous avez choisi pour le secteur privé. Alors, c'est un choix personnel, j'ai dit, pour des raisons personnelles. J'aurais pu choisir d'enseigner dans le public. À ce niveau-là, c'est vraiment des considérations professionnelles, pures. Matérielles et matérielles. Des considérations objectives. Ça vous gêne pas que je vous pose ce genre de questions ? Ça ne me gêne pas du tout. Mais est-ce que j'ai la légitimité pour discuter de l'enseignement ? Évidemment que oui, parce que c'est mon métier que je fais depuis 15 ans maintenant. J'ai enseigné en France, j'ai enseigné dans l'université publique marocaine, j'ai enseigné dans les institutions d'enseignement public au Maroc, j'enseigne dans le privé. Donc j'ai l'expérience et la légitimité pour parler et au nom de cela et au nom de cela. Et vous êtes parfaitement bilingue, voire trilingue. Alhamdoulilah. Trilingue ? Trilingue, oui. Arabe, français ? Anglais. Et pourquoi vous voulez pas que tous les Marocaines et les Marocains soient parfaitement trilingues ? Vous savez pourquoi ? Parce que moi j'ai appris... vous voulez pas Vous voulez pas que les Marocaines et les Marocains soient parfaitement trilingues comme vous ? Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pour ça que j'ai répété la question. Merci de la clarification. Mais de quelle manière je voudrais que mes concitoyens maîtrisent l'arabe, qui est leur langue, selon la Constitution, et c'est leur langue de vie et de naissance. Ils peuvent la maîtriser, et puis ils la maîtrisent, ils peuvent continuer à la maîtriser, non ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est vrai ? Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pas forcément la faute à l'éducation nationale. Pour ceux c'est pas le cas. C'est la faute à l'écosystème. C'est la faute à l'écosystème. Mais en tout cas, vous voulez que tout le monde soit comme vous, parfaitement trilingue. Bien sûr. Bien sûr, voire plus. Moi, j'ai une étudiante aujourd'hui qui parle... Alignez-vous à Zerkhnouch, qui parle 4 langues et qui a envie d'apprendre le chinois et le russe. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Pourquoi vous n'êtes pas aligné à la position politique du RNI, par exemple, qui fait partie d'ailleurs de cette coalition gouvernementale, qui dit, nous, on veut tout de suite l'adoption des langues étrangères comme langue d'enseignement dans les matières scientifiques et techniques. Pourquoi vous n'êtes pas aligné ? C'est une annonce qui a été faite par Aïza Renouch à Dakhla samedi dernier devant 4000 personnes. Voilà. C'est leur position. Nous sommes... Mais ils sont avec vous. Vous êtes cousin, cousine, copain, copine, c'est la majorité. Mais c'est un parti indépendant qui a son référentiel et évidemment que nous respectons. Qui se veut progressiste, ouvert sur le monde extérieur. C'est en tout cas les mots MOTS qui sont véhiculés par cette formation. Il n'y a pas de progressiste, de moderniste et de réfractaire. C'est une question très sensible et autour de laquelle il faut aller vers un consensus. Politique. Attention, tout à l'heure vous avez dit qu'il ne faut pas politiser cette question. Justement. Et là vous dites qu'il faut un consensus politique. Certains observateurs disent qu'il faut dépolitiser très vite cette question-là parce qu'autrement on va s'embourber et on va encore perdre du temps. Je vous explique. Et le pays a suffisamment perdu de temps. Il faut un consensus. Justement, il faut aller au-delà du politique. Les simples positions politiciennes, les partisanes, idéologiques. Non, ça il faut oublier. C'est l'enjeu de tout le monde. C'est l'enjeu de notre nation, des générations à venir. Et je salue d'ailleurs l'esprit aujourd'hui qui règne au sein de la commission sociale qui fait l'étude de ce dossier. C'est-à-dire qu'on est à la recherche d'un consensus. Avec le Conseil supérieur de l'enseignement qui braque ses jumelles sur cette commission parlementaire. Le Conseil il a joué son rôle, mais réunion à huis clos. Voilà, c'est entre vous, c'est entre eux. Il a énoncé un avis consultatif, mais ceux qui doivent décider favorable à l'introduction des langues étrangères. Non, il n'est pas favorable. L'expression, la manière d'avoir exprimé je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut sortir l'article 42 et le lire. Il ne dit aucunement que les matières scientifiques doivent être enseignées en langue étrangère. Aucunement. Saïd Hamzazi, ministre de l'Éducation nationale, il le dit ou pas ?
Il le défend. Ah, voilà, il le dit. Il a cherché à négocier. C'est ça aussi l'évolution qui nous a dérangé. C'est-à-dire que jamais, du temps de l'Mitaq al-Watani al-Tarbiya wa al-Ta'lim en 1999, jamais on a dit que les matières scientifiques doivent être enseignées en langue étrangère. Jamais. Le Conseil supérieur de l'enseignement et de l'éducation ne l'a pas dit non plus. On peut sortir la stratégie de réforme 2015-2030 et c'est peut-être apparu au fil des échanges, au fil des discussions. Le projet qui a été proposé justement va dans ce sens. Parce que c'est un projet de loi, je rappelle. C'est un projet cadre. C'est une loi cadre qui aurait dû être votée là. Vous savez, ça prendra, mais voilà, il faut discuter. Saïd Hamzazi est en train de prier pour se dire il faut que ça se fasse à partir du mois d'avril. Voilà, pour la session parlementaire de. Je salue encore l'esprit. Donc on va y arriver. L'esprit citoyen et de nation. On va y arriver. J'espère. Mais à l'introduction généralisée des langues étrangères pour les matières scientifiques et techniques. L'introduction, il n'y a pas de problème. L'insertion d'exercices, de cas d'études, même de quelques chapitres, il n'y a pas de problème dans des langues étrangères. Mais que la langue d'enseignement reste l'arabe. C'est la meilleure manière d'ailleurs de garder et de donner la capacité à nos élèves de parler et les langues étrangères et l'arabe, y compris sur des matières scientifiques. Donc vous encouragez aussi l'introduction des langues étrangères comme l'anglais, le français ou l'espagnol dès l'école primaire et dès le collège, parce que cette large réforme aussi prévoit ça. Parce qu'après la généralisation de l'enseignement, il y a aussi la généralisation des langues étrangères, comme l'anglais, comme l'espagnel, comme le français. Il n'y a pas de problème. Donc ça vous va. Il n'y a pas de problème. Sauf que la langue d'enseignement, je dirais, de base, ça va rester l'arabe. Donc elle va garder un taux horaire qui est très important. Ça va être la langue d'enseignement des matières, de toutes les matières. Et à côté, il y a des cours en fait de langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le chinois, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il faut enrichir le répertoire de nos élèves. Vous êtes pour et on enrichit l'enseignement des autres matières en langue étrangère. Vous êtes de toute façon, vous, pour l'universalisme de la citoyenneté. Alors, l'universalisme de la citoyenneté, on est de toute façon des enfants de Dieu. D'accord. L'universalité, elle va de fait. Notre origine fait que mais dans la réalité, qu'on est tous les mêmes, qu'il n'y a pas de différence. On est tous égaux. On est tous égaux. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. C'est notre vocation. D'accord, c'est de trouver des points communs, des points de convergence avec tout le monde, tout un chacun, là où il est dans ce monde. Et l'élévation de l'individu. Évidemment, c'est un devoir. C'est un devoir. Est-ce que les langues étrangères, la maîtrise des langues étrangères aussi permet l'élévation de l'individu et ferait en sorte que le jeune marocain, vous savez, le prophète là où il partait, le jeune marocain de 20 ans, vous savez, je parlais du prophète là où il partait, il parlait aux gens qu'il visitait leur langue locale. C'est une leçon incroyable. Complètement. Qu'on doit aujourd'hui, évidemment, voir en face. De la machine à remonter un petit peu le temps, quand on est au XXIe siècle aujourd'hui, quand on croise des populations, des jeunes, Danois, Norvégiens, Français, un peu moins les Français, les Espagnols, les Allemands, qui parlent parfaitement leur langue et qui parlent parfaitement anglais. Est-ce que c'est ça le modèle que vous souhaitez aussi pour notre pays? C'est notre modèle. Parce que nous, quelque part aussi, on a 15 millions de jeunes aujourd'hui, âgés de plus de 15 ans, qui sont exclus du marché du travail. Hier, on a reçu Saïd Bellel, le fondateur du cabinet de recrutement Dior, expert en ressources humaines, qui nous dit la maîtrise des langues étrangères est un véritable levier et maximise les chances pour les étudiants, pour les jeunes, de trouver un emploi. Donc des fois, on se dit, est-ce que c'est pas un faux débat aussi? Ce qu'il y a aujourd'hui sur introduction ou pas des langues étrangères, est-ce que c'est pas quelque chose qui devrait se faire naturellement? Je vous pose une question, parce que vous tournez autour de cette... Non, moi j'essaie de mettre en perspective les enjeux. Est-ce qu'à votre avis, c'est l'enseignement des matières scientifiques en langue étrangère qui va améliorer le niveau de nos étudiants? On va inverser. Donc là, c'est vous le journaliste et c'est moi l'invité. Là, parce que c'est votre hypothèse que vous défendez. Simplement, j'ai invité un expert hier pour savoir si effectivement il y avait un corollaire, une corrélation entre la maîtrise des langues étrangères et l'employabilité. Il m'a répondu oui. Là. J'ai eu Najed Vallaud-Belkacem. Je réponds oui aussi. Vallaud-Belkacem qui était là la semaine dernière. Moi aussi, je réponds ici même, qui a dit, voilà, il y a effectivement l'employabilité aujourd'hui. Un des principaux déterminants, c'est la maîtrise des langues étrangères. Voilà.
Donc c'est pour ça que je vous pose la question. Madame Vallaud Belkacem, elle parle pour la France, évidemment. Elle parlait plus pour la France parce qu'elle est maintenant directeur général d'Ipsos. Elle était ministre de l'Éducation nationale. Elle parlait parce elle a visité 80 pays, donc les 5 continents. Donc voilà. Mais lorsqu'elle était en France, elle n'a jamais décidé que l'enseignement des mathématiques devait se faire. Non, il se fait dans la langue du pays, en français. En anglais. Ouais. Et pourquoi pas au Maroc alors je ne comprends pas. Pourquoi le pays. C'est aussi cet esprit d'être en fait un sous-peuple, une sous-nation. Nous avons une économie totalement francophone dans son contenu. Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi on n'est pas capable de défendre notre langue et de développer l'arabe. Alors, on nous dit l'arabe... C'est un regret aussi c'est le Belal ici même disait il faut revaloriser aussi, il faut donner plus de dimension, plus de place aussi à la langue arabe, avoir un institut arabe, des académies. Vous savez, 80% de la population marocaine ne comprend presque pas bien le français. 80%. Tout le monde rural aujourd'hui est encore dans l'arabe, sinon dans le dialecte. Il y a le dialecte et le darija. Et ce français, il est parlé par une minorité. Quelle est la population aussi chez nous qui comprend parfaitement l'arabe littéraire? Alors, vous savez... Si on va sur ce terrain-là, regardez. Il y a combien, si vous dites, voilà, je ne sais pas d'où vous tenez ce chiffre d'ailleurs, que 80% de la population ne maîtrise mal le français, je pense qu'il doit y avoir une majorité de gens qui ne parlent pas, ne comprennent pas le français. Et l'arabe littéraire je peux avancer. Et l'arabe littéraire? Alors, l'arabe, en fait, littéraire... Juste, il y en a combien qui le comprennent? Selon vous, sur les statistiques, on reste sur les stats, selon vous, il y a combien de personnes, combien de nos compatriotes qui comprennent parfaitement l'arabe littéraire? Alors, moi, je n'ai pas de statistiques précises. Ah, il y en a 4. Mais je peux avancer un chiffre important de gens qui comprennent bien l'arabe. Parce que on a différentes occasions d'être en contact avec l'arabe. D'abord parce qu'on parle le dialecte arabe. Et le dialecte arabe, c'est de l'arabe littéraire, à un degré très important. Voilà. Et parce que 5 fois par jour, on fait la prière en arabe. Le vendredi, on a la khutba en arabe. Beaucoup de documents administratifs sont en arabe. Quotidienneté qui fait on est dans l'arabe. Et au lieu de tuer cette langue et de l'exclure totalement, je crois que l'enjeu, c'est pas de tuer une langue. On a envie d'aller vers ça. Non, c'est d'enrichir. Je pense que l'enjeu, c'est d'enrichir le modèle linguistique. On est en train de la tuer parce que si vous l'excluez du quotidien, vous êtes sur la défensive là. Sur l'identité, sur tuer. Je pense. Je suis sur l'offensive, je crois. Ouais. Pas sur la défensive. Je suis sur l'offensive. Oui. Si on exclut l'arabe de ce qui fait la puissance d'un peuple, d'un pays, à savoir son économie, son éducation, son commerce, son activité de chaque jour, qu'est-ce qu'elle va devenir cette langue? Elle va partir aux oubliettes. C'est ça. Avant, c'est simplement, on s'inscrit dans la durée, dans le long terme. Je pense très sincèrement que l'enjeu, il est d'armer en fait notre jeunesse, nos étudiants, notre matière grise. Cet enjeu, qui n'est pas d'inégalité, réduire les inégalités qu'il peut y avoir entre notre jeunesse estudiantine avec la jeunesse estudiantine d'autres pays méditerranéens, occidentaux. Monsieur Rachid, on partage cet objectif, développer les langues. Donc on est bien d'accord, c'est là l'enjeu. On est différent uniquement sur la manière de faire cela. Donc c'est la méthodologie. C'est la méthodologie. Et je peux vous dire que la solution n'est pas dans les langues. Est-ce qu'une partie de la solution est dans les langues? Non, la solution, elle est dans la gouvernance de notre système éducatif. Vous savez, c'est mon approche et c'est mon idée sur la solution pour l'éducation nationale. C'est pour ça que vous n'êtes pas dans le public, vous avez choisi le privé. Est-ce que c'est la raison principale? Non, je dirais que non. C'est pas une fuite en avant. Moi, je peux très bien travailler dans le public et faire assumer ma responsabilité, défendre la qualité au sein du système éducatif public. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que la solution viendrait du rehaussement de la qualité de nos structures d'enseignement. Le problème est dans les classes et dans les écoles, pas dans les textes, pas dans les langues. Il y a de gros efforts qui ont été faits, la généralisation. Ça n'a pas donné de gros efforts financiers. Ça n'a pas donné de résultat. Et vous savez, le système éducatif traduit le système global dans lequel on se retrouve. L'éducation, en fait, c'est une administration
une administration chargée de faire de la pédagogie. Je crois que c'est surtout une vision, c'est un destin pour une nation. Non, cher Rachid, il n'y a pas de problème, il y a la vision. Mais ce sont les gens, c'est l'administration, ce sont les personnes qui, au quotidien, sont là pour faire ce travail. Si le travail ne se fait pas de la meilleure manière et qu'on n'a pas... Donc vous dites on a de mauvais enseignants, un corps professionnel qui est déficitaire. Je ne pointe pas les enseignants. C'est je parle du système. En train de dire. Pourquoi ils ne sont pas motivés, nos enseignants? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un management au sein des écoles? Il n'y a aucun management. Pourquoi nos enseignants partent dans le privé et n'enseignent pas dans le public? C'est ça aussi. Ils sont encore dans le public, attention. Oui, mais ils sont encore dans le public. On dit qu'il y a une forme de migration aussi qui se fait au détriment de l'école publique. On paye mieux parce que peut-être il y a de meilleures conditions. En tout cas. Mais laissez-moi juste terminer sur ça. L'éducation nationale avancerait du moment où l'on met du management et de la bonne gestion dans l'enseignement et dans l'éducation. Progressivement l'école. Regardez. Est-ce que c'est en privatisant partenariat public-privé pour plus d'efficacité à l'école? Est-ce que vous seriez favorable à ce modèle? Plus d'efficacité. Oui. Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, concevable que l'éducation nationale n'ait pas de système d'information qui équipe toutes les écoles avec un partage d'informations, une remontée d'informations immédiate? Vous en avez parlé avec Saladin? Le ministère n'a pas d'informations sur comment se passent les choses. Est-ce que vous en avez parlé avec Saladin Otmani en disant attention Saladin? Si j'en ai l'occasion, oui, dans le débat, parce que je rappelle on en parle. Parce que je rappelle que vous êtes aux responsabilités depuis 7 ans. Oui, bientôt 8 ans. Tout à fait. Je me dis, si vous me dites aujourd'hui que vous déplorez légitimement d'ailleurs, le fait que le ministère de l'Éducation nationale ne soit pas doté d'un véritable système d'information. C'est un simple exemple. Où il est en train de se déconcentrer avec la mise en place d'académies régionales. Je me dis effectivement, il y a peut-être une responsabilité politique partagée, mais qui doit être assumée par le PJD. Nous sommes aux affaires depuis 7 ans, c'est clair. Bientôt 8 ans. Mais la réforme de l'enseignement supérieur, ou de l'enseignement, je dirais, de l'enseignement normal, l'éducation nationale, ça a commencé bien avant nous. Ça a été un problème depuis les années 90. Depuis l'arabisation, depuis l'arabisation bien avant. Ensuite, on a senti qu'il y avait un problème. On a fait le pacte national pour la réforme de l'éducation et de l'enseignement en 1999, et ça a continué. Et je peux vous dire que le PJD assume la responsabilité de la gestion du gouvernement, mais pas directement de la gestion de l'enseignement. Oui, c'est le ministre du mouvement populaire. Oui, tout à fait. Mais avant également, c'était pas un ministère du PJD. Oui. Alors, vous savez comment ça fonctionne dans un gouvernement collective. Il y a une responsabilité collective. Ce qui marche, c'est pour tout le monde. Mais vous savez, lorsque vous octroyez un cabinet ministériel à un parti politique, vous respectez ce parti politique. C'est-à-dire qu'il y a dès le départ un accord sur un partage des responsabilités. Et la prise de position politique du RNI ce week-end sur l'adoption des langues étrangères comme langue d'enseignement des matières scientifiques et techniques, est-ce que pour vous c'est un bon point politique pour le RNI? Moi, je ne veux sincèrement pas. Non, juste pour vous, politiquement. Je vous réponds. Voilà. Je n'ai pas envie d'interpréter ces positions politiquement, parce que l'objet même, à savoir l'éducation de nos enfants, ne se prête pas à ce genre je dirais, d'outils de lecture. Oui, parce qu'il est allé même plus loin. De lunettes. Il est allé plus loin. C'est que tous les partis politiques qui sont contre l'adoption des langues étrangères sont des partis qui ne veulent pas du bien pour le pays, ne veulent pas que le pays avance. Fin de citation. Donc quelque part, c'est une position. Vous avez dans le radar, c'est vous qui êtes un peu visé. C'est une position que nous respectons. D'ailleurs, le RNI n'est pas le seul à défendre cette position. Oui, il y a le PAM aussi qui défend cette position. Le PAM un petit peu, l'USFP un petit peu. Le mouvement populaire aussi. Certains sont en train de se dire aussi, est-ce que le PJD n'est pas isolé, il n'est pas tout seul aujourd'hui avec un peu l'Istirlel qui... Vous savez, sincèrement, et je vous parle avec beaucoup d'élan autour de cette question, parce que c'est une question très sensible, et je voudrais qu'on la laisse pas déraper pour qu'elle soit traité, analysé sous un angle politique et politicien. Donc vivement que le dossier soit réglé. On va pas répondre à ces attaques. Donc vivement que le dossier soit réglé, qui est validé. J'espère qu'on va trouver un consensus. Encore une fois, moi j'en appelle au consensus autour de cette question. D'accord. Et j'en appelle à des mesures, à des positions d'efficacité dans le respect de notre Constitution et de ce que nous sommes, à savoir des Marocains dont la langue. Donc vous êtes pour le maintien du statu quo. Pas de nouveauté. Non, je suis pour l'enrichissement du statu quo.
L'enrichissement. Donc, il y a quand même une partie du statu quo qui est... Alors, la langue arabe va rester la langue d'enseignement, Oui. mais on va enrichir l'apprentissage des autres langues en les introduisant, non uniquement que dans les matières de langue étrangère, mais dans toutes les matières qui se prêtent à des contenus qui peuvent être mieux appris dans des langues étrangères. Y compris la philosophie en français. La philosophie. Et le commerce international en anglais. L'économie. Et le sport, par contre, est-ce qu'il a une langue, le sport? Le sport, pourquoi pas? Oui, je sais pas. Pourquoi pas? Si vous avez un enseignant qui est plus à l'aise en français qu'en arabe. Pour faire l'apprentissage du football, même si c'est les Anglais qui ont inventé le football, est-ce qu'on doit nécessairement le faire en anglais? Pourquoi pas ne pas faire. Ou le rugby d'ailleurs, ou le tennis, ou le. Vous savez, dans le cadre de. Aujourd'hui, on s'ouvre sur l'international. Et je pense que l'éducation nationale doit aller vers ça. Des programmes d'échange. On reçoit des étudiants étrangers avec lesquels on va faire des séances évidemment, d'échange et d'expression en langue étrangère. Ça, c'est un parfait moyen pour développer les langues, l'échange. Et nous sommes pour ça. C'est Aboularab, est-ce qu'il y a un peu de schizophrénie dans votre propos là? Par exemple. Vous voulez des échanges avec des étudiants étrangers qui, je prends les Norvégiens ou les Danois par exemple, Oui, qui viennent parler leur langue, qui parlent parfaitement leur langue et qui maîtrisent parfaitement l'anglais. Comme les Espagnols qui parlent parfaitement espagnol, les jeunes Espagnols qui parlent parfaitement anglais aussi. Et nous voulons des jeunes Marocains qui parlent parfaitement leur langue et qui maîtrisent parfaitement l'anglais. Donc créer des espaces de l'adoption. Pourquoi vous... De quoi? Pourquoi vous mettez des barrières? Si vous voulez avoir des jeunes Marocains, les Marocains qui parlent faisons comme font les Espagnols ou les Danois. Ils apprennent les sciences, toutes les matières dans leur langue, d'accord? Et ils enrichissent leur apprentissage par l'usage de langues étrangères. Donc vous êtes pour ce modèle-là? Exactement. Donc, ouais. C'est tout ce que nous demandons. C'est la position du Faisons parti. comme les Anglais, les Français, les Danois. Pourquoi on va laisser tomber notre langue pour apprendre? C'est pas laisser tomber, c'est simplement renforcer l'apprentissage de Monsieur Rachid, langue et des matières. Vous citer l'exemple des Danois. Les Danois, c'est ce qu'ils font. Ils apprennent en danois, ils enrichissent leur apprentissage en langue étrangère. On quitte le nord, on va aller dans le sud. Dans le sud. Au Cameroun. Oui. Vous connaissez le système de linguistique? Non, je connais pas le système linguistique. Non. Ils ont les ethnies, il y a des dialectes un petit peu régionaux. Oui. Et bien le système en fait il est bilingue. Donc on apprend le français et on apprend toutes les matières en français et ou en anglais. C'est un peu différent pour les pays subsahariens. Vous savez pourquoi? Parce que ces pays ont fait du français leur langue officielle. Donc c'était acté par la Constitution, par un consensus national. Ce qui n'est pas, ce qui est un peu notre cas. Enfin, ce qui est notre cas, mais pour la langue arabe. Nous ne sommes pas le Cameroun. Non, mais je dis juste pour descendre dans le sud, si on descend un peu plus en Égypte, par exemple. En Égypte, c'est l'arabe. Oui, mais c'est l'enseignement de l'anglais dès l'école primaire. C'est une expérience. Il y a une expérience d'ailleurs. Ce que nous disait l'ambassadeur d'Égypte du Maroc, que nous avons reçu il y a un mois et demi, ils sont en train d'expérimenter le modèle japonais dans 100 écoles du pays. Donc ils sont sur les modèles expérimentaux en disant Au Japon, on apprend le japonais. Oui, simplement de se dire voilà, c'est l'ouverture sur les cultures parce qu'il y a aussi toute une dynamique aussi d'ouverture économique. Vous essayez de faire passer des modèles pour le modèle marocain. Non. Je dis simplement ce qui se fait autour de nous. Je vous demande pourquoi vous ne voulez pas que l'on fasse la même chose au Maroc. Mais moi, vous savez, je ne veux rien de particulier. Je veux simplement que l'enjeu aujourd'hui, quelle que soit l'adoption... Pourquoi ces partis-là ne veulent pas? C'est l'actualité. Voilà, et c'est pour ça que je vous remercie une fois de plus d'avoir accepté notre invitation parce qu'on écoute toutes les parties prenantes et les positions politiques face à un enjeu que je considère et que nous considérons au niveau du groupe Le Matin comme un enjeu déterminant, important pour le pays et pour la nation. On est bien d'accord là-dessus? Très bien. C'est pour ça que je roule le débat là-dessus. Ma position, c'est vraiment l'enrichissement de nos capacités à s'exprimer dans les langues les plus importantes au monde. Et que la langue ne soit plus une barrière pour nous. C'est vraiment très important. Il faut qu'on trouve les moyens pour que nos petits Marocains, nos enfants, d'accord, apprennent et soient efficaces en apprentissage linguistique de toutes les langues importantes étrangères. Le chinois, le français, l'anglais. C'est notre position. Mais il ne faut pas que ce soit fait au détriment de la langue arabe. C'est tout ce que nous disons. Donc, voilà. Je pense que nous mettons dans la même position dans laquelle se mettrait un Danois lorsqu'il parlerait pour les Danois, un Anglais lorsqu'il parlerait pour les Anglais, un Espagnol lorsqu'il... Vous savez, quand vous croisez un Canadien, un Danois ou un Qatarien ou un Émirati qui parle anglais, il considère pas, à mon avis, qu'il met de côté ou qu'il déclasse sa langue.
Là, mais On est regardez, bien d'accord. quand vous le rencontrez au Maroc, donc il est dans une position... Au Maroc ou ailleurs. Dans un pays étranger. Mais chez lui, en classe, il parle évidemment le danois. En France, moi j'ai vécu en France pendant une longue période, c'est le français. Vous êtes francophone, c'est possible. Ben, je parle très bien le français. Alhamdoulilah. Regardez, à l'université, moi j'ai appris en français à l'université en France. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose au Maroc? Mais ce n'est pas contradictoire avec le développement des langues étrangères. Je pense que, donc, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas mettre en opposition des langues. On est bien d'accord? Absolument. Avec parce que l'apprentissage. Si l'anglais ou le français ou l'espagnol risque de déclasser la langue arabe, c'est pas le but, c'est pas l'enjeu. Oui, si vous faites l'apprentissage des langues au détriment de l'arabe, c'est-à-dire que vous supprimez l'arabe, par exemple, de l'apprentissage des matières scientifiques, des mathématiques, de la physique, de la chimie, ça veut dire que cette langue, vous en faites désormais la langue de la littérature, et c'est tout. Et c'est ça qui est pas bon. En tout cas, merci à vous, Abdelmi Aboulara, parce qu'on a eu, c'est important d'avoir votre éclairage, aussi le positionnement politique, parce que des fois, dans le débat, effectivement, sur l'éducation, sur l'école, en toi, c'est toujours difficile. Mais j'espère que ma position est claire. Bah oui. J'espère, parce qu'elle est très fin. C'est une position d'intelligence. C'est une position d'intelligence. En tout cas, c'est une position à la fois idéologique et à la fois... Pas idéologique. Non, il n'y a pas d'idéologie. C'est une position, je dirais... conservatrice. De normalité pour un pays. On est des Marocains. Conservatrice. Non. Non, je pose la question. C'est une position normale pour un Marocain, qui serait d'ailleurs une position normale pour un Français lorsqu'il défendrait le français. C'est normal. Une position logique quand on a envie aussi d'être comme vous, parfaitement trilingue. Absolument. Parfaitement arabophone, parfaitement francophone et parfaitement anglophone, c'est ça? Absolument. C'est vers ça qu'il faut tendre. Regardez, j'étais en France. J'ai fait mon doctorat en France. Mais toutes les ressources que j'ai utilisées quasiment étaient en anglais. Et ça a été l'occasion... Regardez, d'améliorer mon apprentissage de l'anglais, mais pour faire un doctorat en français. C'est ça, l'alternance linguistique. Nous, on voudrait donner la chance, parce que tout le monde n'a pas eu votre chance, de pouvoir partir à l'étranger pour ses études, donner la possibilité aussi à un maximum de Marocaines et de Marocains de pouvoir faire l'apprentissage de langues étrangères, comme le français ou comme l'anglais, tout en restant au Maroc. Mais voilà, c'est tout l'enjeu. Pour apprendre le français ou l'anglais, on ne sera pas obligé d'aller à l'étranger. J'espère que c'est pas le cas. Non. Maîtriser le français, maîtriser l'anglais, maîtriser l'espagnol, l'exemple soit à la maison et dans nos écoles. Vous avez associé ce que vous avez dit, c'est le fait que j'ai été en France. Est-ce que vous souhaitez que tous nos Marocains, tous nos enfants partent à l'étranger pour apprendre? Non. Même s'il y en a malheureusement toujours trop qui partent, mais tous n'ont pas la chance de pouvoir partir à l'étranger pour leurs études. C'est ce que je suis en train de dire. On est bien d'accord là-dessus. Évidemment. On est d'accord là-dessus, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Ne pas faire le lien entre ça et l'apprentissage des langues. C'est comme peut-être pas faire le lien aussi entre les langues et l'identité. On part pour différentes raisons. On peut partir aussi pour enrichir sa carrière internationale, mais tous les Français ne partent pas à l'étranger. Non. Enfin, je pense que il faut pas que ce soit la solution d'imaginer. C'est pas du tout la solution. C'est d'ailleurs pour ça que. Parce que parfois on dit vous êtes parti à l'étranger et vous voulez que nos enfants n'apprennent pas en langue étrangère alors que vous êtes parti à l'étranger. Il n'y a pas le lien. Nos enfants doivent apprendre les langues ici au Maroc. Égalité de chance en matière de scolarité, d'accès au savoir, parce que la langue, la fonction première, c'est l'accès à la connaissance et au savoir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et le deuxième objectif aussi de ce pays qu'il faudra atteindre aussi, c'est l'égalité devant l'impôt dû. Voilà, c'est les deux principes égalitaires. On est d'accord là-dessus? Exactement. Donc on va y arriver, on va s'en sortir. Il y aura cette validation, cette adoption. J'espère dans le consensus. Toujours. Dans le consensus. Toujours. Comme dans le débat d'ailleurs, n'est-ce pas? Absolument. Merci en tout cas à vous. Merci. Abdelmi Aboulara, je rappelle que vous êtes membre du PJD, le Parti Justice et Développement, professeur universitaire. Et que vous n'excluez pas dans les prochaines semaines ou les prochains mois, éventuellement, d'enseigner dans le secteur public. J'enseigne déjà dans l'enseignement public, mais peut-être d'imaginer une carrière. Une carrière, en tout cas, dans le secteur public, c'est aussi ça Voilà, les jeux sont ouverts, c'est comme le débat est ouvert. Merci en tout cas à vous. Merci une fois de plus et je vous souhaite une belle journée. Merci, c'est Rachid de l'invitation. Merci, c'était un plaisir.